Coucou les gens. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner l'électricité, qui sera essentiellement des rappels de collège. Et il s'agira de vous rappeler ou de vous expliquer les lois de base qu'on utilise en électricité, à savoir une loi sur les intensités, la loi des nœuds, une loi sur les tensions électriques, la loi des mailles, et la loi d'Ohm qui concerne les résistances. Alors, je vais m'appuyer sur un circuit en vous posant quelques bases. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 éléments composants dans le circuit. Un premier, et il n'y en a qu'un seul qui lui fournit de l'énergie, on l'appelle le générateur. Alors il y a d'autres façons de le dessiner, mais cette année, moi je vais privilégier l'utilisation la plus courante des générateurs de tension, qui est juste de faire un rond, traversé horizontalement ou verticalement par un trait. La borne plus du générateur est donc désignée par le plus et la borne négative par un moins qui est de l'autre côté. Ok. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît des éléments qui vont recevoir de l'énergie, ce qu'on appelle des récepteurs. Parmi les récepteurs, il y en a un qui est une lampe, donc ça vous connaissez. Donc vous faites un rond avec une croix dedans. Et vous en avez deux là qu'on appelle des conducteurs ohmiques et que parfois on appelle résistance. Donc vous en avez un conducteur ohmique de résistance R1 et un autre conducteur ohmique de résistance R2. Alors, il y a des lettres que j'ai écrites ici, A, B et C. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud. Un point du circuit où arrivent des fils, comme ça. C'est ce qu'on appelle un nœud. Entre A et B, entre les deux nœuds A et B, il y a un composant. Cette partie du circuit entre A et B, c'est ce qu'on va appeler une branche. Donc une branche, si vous voulez, c'est tout ce qui relie deux nœuds. Donc les fils, les composants, les fils. Et maintenant, si on part de A, qu'on va vers B, C, et qu'on remonte et qu'on revient à A, on a fait un tour complet. On a enchaîné trois branches. Une première branche qui contient R1, une deuxième branche qui contient la lampe, et une troisième branche qui contient le générateur. Quand on enchaîne des branches de manière à faire un tour complet, on a parcouru ce qu'on appelle une maille. Donc une maille, c'est un pourtour fermé. C'est vous parcourez des branches jusqu'à avoir fait un tour complet. Il y en a une deuxième dans le circuit si vous décidez de passer par en dessous. C'est-à-dire A vers B, B vers C, et vous retournez de C vers A, non pas en passant par le générateur, mais par la résistance R2. Dans ce cas-là, on parcourt une autre maille. Je vais vous montrer une troisième maille possible, c'est vous ignorez ce qui se passe au milieu et vous faites juste un tour complet. La grande maille, c'est le tour extérieur du circuit que je suis en train de montrer là. Voilà. Donc il y a trois mailles dans le circuit, celle-ci et la grande. Ok, alors, vous savez depuis le collège que par convention, l'intensité du courant, on la fait sortir du plus du générateur. C'est pour ça que j'ai mis une flèche I ici, qui sort du plus du générateur. À partir du moment où le courant I arrive en un nœud et il y a une séparation, comme un croisement, le courant va se partager. Alors pas forcément de manière équitable. Peut-être que I1 sera plus grand que I2 ou le contraire. Ok? Alors je vais tout de suite, tant qu'on y est, vous donner la loi, parce qu'il y a une relation mathématique qui relie I, I1, I2, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Alors il faut préciser en quel nœud vous voulez appliquer la loi. Ici je vais l'appliquer au nœud A. Donc loi des nœuds en A, alors écoutez bien, c'est hyper simple. La somme, donc l'addition de tous les I qui arrivent en A, est égale à la somme de tous les I qui en repartent. Quelle est la seule flèche qui arrive vers A? C'est I. C'est pour ça qu'à gauche du égal, j'ai mis I. Et ensuite égal. Et de l'autre côté du égal, je mets la somme de tous les courants qui en repartent. Il y en a deux, I1 et I2. Donc j'écris de l'autre côté du égal I1 plus I2. Donc comment fonctionne la loi? Sur les trois lettres, souvent vous en connaissez deux. Et du coup, vous déduisez le troisième en résolvant l'équation. Je vais maintenant vous parler des tensions électriques. Ok, et de la loi dans le circuit qui va gouverner les tensions.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tensions s'expriment en volts et se représentent sur un circuit par des flèches. Alors c'est pas des vecteurs, on va appeler ça des flèches. Ok. Et il y aura une différence entre les flèches qu'on va tracer pour ce qui est générateur et pour ce qu'on appelle des récepteurs. Les récepteurs, je vous rappelle, c'est tout ce qui n'est pas un générateur, c'est-à-dire les lampes, les résistances, les moteurs, etc. Pour les générateurs, et uniquement pour les générateurs, il faut tracer la flèche de la tension dans le même sens que I. Donc comme I va vers la gauche, on sort du plus du générateur, ben la tension du générateur doit aller dans le même sens. Donc la flèche rouge doit également donner l'impression de sortir du plus. Alors pour les générateurs, pour un générateur idéal, on note parfois la tension grand E, au lieu de la noter U, comme vous en avez peut-être l'habitude depuis le collège. Et pour donc pour tous les autres composants qui sont des récepteurs, la convention c'est le contraire. C'est-à-dire que vous devez tracer les flèches de manière à aller dans le sens contraire de I. Donc par exemple, comme I1 va vers la droite et va traverser donc la résistance et la lampe, ben, il faut que la flèche de tension qui correspond à la résistance R1 soit contraire à I1, donc aille vers la gauche, et il faut que la flèche de la tension aux bornes de la lampe aille aussi à l'encontre de I1. Et même convention pour U2, qui est la résistance aux bornes de R2. U2 est dans le sens contraire de I2, car il s'agit d'un récepteur. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir appliquer la loi des mailles. Donc je vais t'expliquer. Alors je vais t'appliquer la loi des mailles. Par exemple, on a dit qu'il y avait 3 mailles dans le circuit. Donc je vais t'expliquer comment on applique la loi des mailles dans la maille d'en haut, par exemple. Celle qui contient le générateur, la résistance R1 et la lampe. Ok, donc tu la vois. Je choisis arbitrairement un sens dans lequel je vais tourner dans la maille. Donc je décide de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'aurais pu choisir le contraire, ça n'aurait rien changé. Et je décide de partir d'ici. Tu vois la souris là. Ok, donc si je pars de là et que je tourne vers la gauche, la première tension que je traverse, que je rencontre, c'est E. Et en fait, je la traverse dans le bon sens, en sortant par la flèche, quand je vais vers la gauche. Et du coup, la tension E, ben, je vais la compter avec un signe plus. Je vais continuer à tourner. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hop, et là, je traverse la tension U1. Mais je traverse la tension U1 en allant vers la droite, alors que la flèche est vers la gauche. Quand vous traversez une tension à contresens, vous lui mettez un signe moins. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis moins U1. Et je termine la boucle en passant par UL, que je prends à contresens, donc je mets un signe moins aussi. Et ensuite, je reviens au point de départ. Quand vous êtes revenu au point de départ, vous avez le droit d'écrire égale 0. Car la loi des mailles dit que la somme des tensions que vous rencontrez en tournant dans une maille est égale à 0. Et du coup, vous avez une loi qui concerne 3 tensions, et souvent sur les 3, vous en connaissez 2, et vous en déduisez la troisième en résolvant l'équation. Très rapidement, la loi des mailles, dans la maille extérieure, la toute grande, mais si on décide de tourner dans le même sens en partant du même endroit, bah du coup on traverse E, donc plus E, là il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je traverse U2 à contresens, donc je mets moins U2, et je reviens au point de départ, égale 0. Donc dans la grande maille, bah, la loi des mailles est E moins U2 égale 0. Sachant que si vous passez le moins U2 de l'autre côté, ça devient plus U2, donc E est égal à U2. Donc en dérivation, la tension aux bornes de branche est égale. Ok, voilà. Il faudra évidemment faire des exercices, histoire d'automatiser tout ça. Je vais maintenant te parler de capteurs. Alors, en biologie, par exemple, il est souvent nécessaire de contrôler la température. Donc si vous voulez développer des bactéries qui sont très sensibles à la température, il faut que la température soit ni trop basse ni trop élevée pour arriver à un optimum. Vous connaissez un moyen simple de mesurer une température qui sont les thermomètres, mais je vais te montrer ici qu'on peut très bien se servir d'un composant électrique, une thermistance par exemple, et vous pouvez même demander à un microcontrôleur de piloter la mesure. Par exemple, si vous voulez faire des mesures de température pendant une nuit, vous n'allez pas rester à côté à relever, à noter tous les points, toutes les valeurs de température. Vous pouvez avoir un microcontrôleur qui fait ça à votre place. Alors une thermistance, la terminaison se termine comme résistance. En fait, c'est une résistance, mais un peu particulière.
Donc il faut que je te rappelle un peu plus en détail ce qu'est une résistance. Ce qui, normalement, on ne doit pas appeler ça une résistance, hein, on doit appeler ça un conducteur ohmique. Mais un conducteur ohmique se caractérise par le fait qu'il résiste au passage du courant. C'est-à-dire que les électrons qui ont envie de traverser le conducteur ohmique vont être freinés par le conducteur ohmique. Et sa capacité à freiner un courant, c'est ça qu'on appelle une résistance. Et il se trouve que pour les conducteurs ohmiques, et uniquement pour les conducteurs ohmiques, il y a une loi simple entre la tension entre ces bornes et l'intensité qui la traverse. Donc vous aurez remarqué qu'ici la flèche de la tension et de l'intensité sont contraires. Bah oui, c'est une convention récepteur. Alors là, j'introduis une nouvelle notion, c'est que souvent pour une tension, la flèche se situe entre deux lettres, entre deux nœuds. Ici, A et B. Alors écoutez bien, parce que ça c'est hyper important. La flèche doit toujours pointer vers la première lettre qui est notée. Donc la tension UAB doit pointer vers A. UBA, si on avait fait le contraire, UBA, comme la première lettre c'est B, la flèche aurait été vers B. Alors la loi qui relie UAB et I, ben, c'est une loi de proportionnalité. UAB est proportionnelle à I. Et la constante de proportionnalité, c'est ça qu'on appelle une résistance. Et elle s'exprime en ohms. On aurait pu choisir comme valeur d'unité de résistance des volts par ampère, mais on a décidé d'appeler ça des ohms. Donc à toi de savoir retourner la formule au cas où. Tu sais qu'une loi de proportionnalité se représente graphiquement par une fonction linéaire. Donc si on choisissait de représenter UAB en fonction de I, on aurait des points alignés avec l'origine, une fonction linéaire, qui est la signature d'une proportionnalité. Et le coefficient directeur de la droite serait R. Du coup, c'est quoi une thermistance par rapport à une résistance? C'est juste une résistance dont la valeur en ohm n'est pas fixe, mais dépend de la température. Et souvent, la dépendance par rapport à la température suit une loi pas forcément de proportionnalité. Là, on voit que plus la température augmente, plus la résistance diminue. Mais pas de manière, on va dire, qui suit une droite. Voilà. Alors, je vais te demander de faire cet exercice d'application. Alors, voilà un circuit avec un générateur, deux résistances, une diode électroluminescente, une LED. Et je vais te demander de déterminer la tension UCD. Donc là, les flèches des tensions sont déjà représentées, ils sont sympas, et les flèches des courants sont également déjà représentées. Donc ce travail, tu n'as pas à le faire. Donc je te demande de trouver la tension UCD, la tension UBD. Je te demande de trouver la valeur de I3, l'intensité I3 qui traverse R2. Et je te demande de trouver les valeurs des résistances R1 et R2. Voilà, tu mets la vidéo sur pause, tu essaies de faire ça, et puis tu regardes le corrigé juste derrière. Ok, c'est parti. Alors, on veut UCD. Et on sait que U existe dans deux lois, la loi d'Ohm et la loi d'émail. Or, ici, UCD, entre C et D, il n'y a pas de résistance. Donc la loi d'Ohm, on l'oublie. Donc c'est forcément une loi d'émail. Alors, d'après la loi d'émail, ok, ça va pas le faire. C'est pas le moment. Donc d'après la loi des mailles. Alors quelle maille on va utiliser? On va utiliser la maille de gauche. Pourquoi? Parce que dans cette maille, vous voyez qu'on connaît en volts les valeurs de deux des tensions. On connaît UAE qui vaut 9 volts et on connaît UBC qui vaut 7 volts. Ok? Alors on va choisir un sens dans lequel on va tourner. Bon, on va par exemple tourner comme vous voulez. Allez, on va partir de A et on va tourner dans ce sens. Ok? Donc je décide de tourner comme ça. Donc la première tension qu'on rencontre, c'est UAE. Et on la prend à contresens. Donc je vais lui donner un signe moins. Moins UAE. Je continue à tourner. Donc je vais de E vers D. Il n'y a pas de flèche de tension. Ensuite je vais de D vers C. Je monte. Et là, UCD, je la prends dans le bon sens, j'allais dire. Donc je vais la compter avec un signe plus. UCD. Et je continue à monter en traversant la résistance R1. Et en montant, ça veut dire que je traverse UBC en sortant par la flèche, donc je la compte avec un signe plus. Et ensuite,
de B vers A, il n'y a plus rien, donc je suis revenu au point A, donc j'ai fait le tour de la maille, donc j'écris égale 0. Quelle est la grandeur que je cherche? C'est UCD. Donc c'est lui qu'il faut que j'isole. Donc je retourne la formule, UCD est positif, donc je le laisse à gauche, et en fait, les deux autres tensions, je vais les passer de l'autre côté du égal en changeant de signe. Donc moins UAE va devenir plus UAE, et plus UBC va devenir moins UBC. Donc voilà l'expression littérale. Comme chacune, alors je vais pas écrire application numérique pour gagner un peu de la place. Donc ici, je vais enchaîner les calculs. Donc il faut faire les calculs avec les volts. Donc il y a 9 volts moins 7 volts. Donc ça fait 2 volts. Voilà. Donc on a répondu déjà, ça c'est fait. Maintenant UBD. Alors UBD, si vous voulez, c'est la tension qu'il y a ici. Ça c'est UBD. Parce que vous voyez que la flèche, en fait, elle va vers B. Donc je l'ai représenté sur le schéma. Donc je vais appliquer, pour le plus simple, en fait, pour avoir UBD, c'est d'appliquer la loi des mailles sur le grand circuit, sur le pourtour externe. Ok? Alors, en fait, en vrai, il faudrait utiliser peut-être une couleur. Donc je vais par exemple utiliser le vert. Alors tout à l'heure, en fait, comme on a appliqué la loi des mailles, vous voyez, vous pourriez prendre un fluo et mettre en évidence. Et là, par exemple, on pourrait écrire bleu. Et comme maintenant, je vais appliquer la loi des mailles dans le pourtour externe, en fait, je mets en évidence par un fluo, par exemple. Alors là, c'est fait à main levée, hein, donc c'est moche, mais vous le feriez joliment. Donc, d'après la loi des mailles, bon, là, je vais indiquer entre parenthèses la maille verte. Okay. Je décide de tourner dans le même sens. Donc, je retraverse UAE avec un signe moins. Je tourne, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ensuite, je traverse UBD dans le sens de manière à ce qu'il soit positif. Laisse-moi tranquille, UBD. Et je suis revenu au point de départ, donc j'écris égale 0. Et donc là, il me suffit, pour, comme c'est UBD qui m'intéresse, bah, le moins UAE, je le passe de l'autre côté. Donc il devient plus UAE. Donc en fait, j'ai tout simplement comme expression littérale que UBD est égal à UAE, donc sera numériquement égal à 9 volts. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant il nous faut I3. Alors I, soit j'utilise une loi d'Ohm, mais je ne connais pas la valeur de R2, donc c'est mort. Soit j'utilise la loi des nœuds. Et on voit que là où arrivent et où repartent les courants, c'est par exemple le nœud B. Là en B, il se passe des choses. Donc d'après la loi des nœuds, en B, alors qu'est-ce que je peux écrire? Tout ce qui arrive est égal à la somme de tout ce qui repart. La seule flèche qui arrive en B, c'est I1. Est égale à, et celle qui en repart, c'est I2 plus I3. Voilà, celui qui m'intéresse, c'est I3. Donc comme il est positif, je vais le laisser à droite et je vais donc passer I2 à gauche. Et en passant à gauche, il va changer de signe. Donc en fait, à gauche, on aura I1 moins I2, et à droite, on aura I3. Bah là, j'ai l'expression littérale, je suis content. Et je fais directement l'application numérique. I1. Alors, je vais convertir en ampères. Donc, 0,015 ampères moins 0,010 ampères. Et ça nous fait 0,005 ampères. Entre parenthèses, je vais écrire 5 mA si vraiment vous aviez envie de l'avoir en milliampères. Donc I3, c'est fait.
Alors pour avoir les valeurs des résistances R1 et R2, vous n'avez pas le choix. Il n'y a qu'une loi qui contient R, c'est la loi d'Ohm. Donc je vais l'écrire du coup ici. Donc d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc si vous retournez la formule, pour avoir la résistance, vous devez faire la tension divisée par l'intensité. Du coup, on va écrire cette loi pour la résistance R1. Donc R1 est égal. C'est quoi la tension aux bornes de la résistance R1? Donc là, je vais prendre... Vous voyez, c'est comme si on zoome. Là, on zoome sur cette partie-là. Ok? Ben, la tension qu'il y a aux bornes de la résistance R1, en fait, c'est UBC. C'est la flèche qui traverse R1. Et il faut diviser par... Hop. Alors, je vais normalement... Ok, j'ai récupéré la situation. Il faut que je divise par le courant qui traverse R1 qui est I2. Ok. Donc là, je vais pouvoir faire l'application numérique. UBC vaut 7 volts. Et le courant I2 en milliampères, c'est 0,010 ampères. Donc ça devrait faire 700, mais je préfère vérifier. Ouais, ça fait 700 ohms. Alors si on voulait respecter les chiffres significatifs, on écrit 7 fois 10 puissance 2 ohms. Voilà. Et du coup, on va terminer le job. R2 est égal à... Et là, vous avez compris qu'il faut regarder, zoomer autour de R2 pour voir ce qui se passe. Et la flèche qui traverse R2, ben, c'est UBD. Et il faut diviser par l'intensité qui traverse la résistance 2, c'est-à-dire c'est I3. Et numériquement, alors UBD, on a vu que ça faisait 9 volts, et I3, on a vu que c'était égal à 0,005 ampères. Donc c'est parti, 9 divisé par 0,005, ça fait 1800. Alors, pour le coup, ici, pour simplifier, normalement, il faudrait arrondir à 2 fois 10 puissance 3. Mais ici, pour faire simple, j'avoue, pour une fois, je ne vais pas respecter les chiffres significatifs, je vais écrire 1800. Mais en toute rigueur, en fait, en toute rigueur, il faudrait écrire 2 fois 10 puissance 3. Le mettre en écriture scientifique et arrondir à un chiffre significatif. Voilà, j'espère que tu as tout compris au travers de cette longue vidéo, mais c'était nécessaire de prendre son temps. A bientôt pour une prochaine. Ciao.